Alors, ceux qui ne seraient pas là pour ce beau sujet ont bien tort. On va voir que c'est un point absolument majeur pour votre vie quotidienne et que les contrats sont générateurs d'un aléa très très important. Si je suis franche, si votre contrat est mal rédigé, côté entreprise, vous ne serez pas couvert. Côté assureur, ça va vous coûter très très cher. Donc voilà, profitez-en, venez vite écouter. Je donne encore 2 secondes et je demanderai qu'on ferme les portes, puisque si certains préfèrent papoter dans les couloirs, que ça ne gêne personne. C'est fait, dit-on au premier rang. Bon. Très concrètement, je vais vous présenter les nombreux experts qui sont à mes côtés. On va, comme vous le voyez, il y a un rôle un peu différent. À côté de moi, Martin Ndende, vous êtes professeur des universités, directeur du Centre de droit maritime et océanique de Nantes. Vous êtes enseignant et vous avez sur cette tribune un rôle un peu d'introduction, de critique, de conclusion. Vous allez un peu gratter nos experts qui sont assis. Alors, à côté de nous, Tiffaine Paquin, je les prends dans l'ordre. J'espère que les micros vont arriver à suivre, mais voilà, je ne sais pas forcément le même ordre que là-haut. À côté de moi, Tiffaine Paquin, vous êtes directrice indemnisation marine, Méditerranée et Afrique chez Alliance Global and Corporate and Specialty. À vos côtés, Antoine Lucchio. Antoine, bonjour. Vous êtes représentant du SAMF et responsable de l'agence de souscription Adon Assurance à Bordeaux. Stéphanie Schweitzer, vous êtes avocat à la Cour et associé chez HFW. Sophie Moisan, directrice juridique à la Réunion aérienne et spatiale. C'est la 2e année que j'ai le plaisir de... Et vous avez souvent un rôle un peu différent, puisque là vous êtes la spécialiste aéro une nouvelle fois. Et à vos côtés, Florence Hamon. Bonjour Florence, vous êtes directrice de clientèle Marine Insurance Specialist chez Filet Alard Maritime. Bonjour à tous. Alors, en guise d'introduction, comme annoncé, je me tourne vers Martin. Pourquoi c'est important? Pourquoi c'est difficile? Si je prends les petites questions dans l'ordre, voilà, quelle est la spécificité des contrats d'assurance maritime et aérien? Voilà, qu'est-ce qu'on doit savoir comme paysage global pour ces contrats? Merci beaucoup. Bon après-midi, bonjour à tous. Je me permettrai peut-être de dire d'abord un petit mot de remerciement pour... J'ai interdit à celui d'avant, mais je vous l'accorde. Tous ceux qui m'ont invité. Je revois des amis de très longue date que j'ai connus depuis Brest dans les années 84. Je ne citerai pas les noms, ils sont là, y compris notre président. Voilà. Voilà. Donc, merci beaucoup. Je vais introduire le contrat d'assurance maritime qui m'a été proposé. Tout d'abord en rappelant que c'est un contrat qui est très vieux dans le paysage juridique. Il semble qu'on trouve des traces de ce contrat dans le Code d'Hammurabi. On retrouve des traces également dans des lettres de Cicéron lors de sa guerre de Sicile, quand il se préoccupait de savoir comment les marchandises, les biens qu'il a gagnés pourront arriver à destination. Ensuite, un édit royal de 1668 qui crée d'ailleurs la première chambre. Après, nous avons l'ordonnance de Colbert naturellement avec le célèbre commentaire des Mérigon, le code de commerce, ensuite les lois rodières et les lois actuelles. Donc un contrat très ancien et qui préoccupe le législateur depuis toujours. Mais c'est aussi un contrat qu'on peut qualifier théoriquement d'aléatoire, même si l'aléa n'est plus que ce qu'il était, même si aujourd'hui les risques maritimes et les risques aériens et autres sont très bien connus par les praticiens. Bon, il y a quand même l'aléa qui doit être distingué du risque. L'aléa est toujours là. C'est un contrat qui apparaît comme très utile à la vie économique, n'est-ce pas? Très utile en ce sens que, vous le savez, au moins 2 milliards
chaque année, le marché de l'assurance représente à peu près 2 milliards d'euros chaque année, donc c'est assez lourd. C'est un contrat qui s'intéresse aux facultés, qui s'intéresse à l'assurance corps, qui s'intéresse à des dommages les plus divers, aux événements de mer et à des risques nouveaux. Donc c'est assez important. Songeons simplement une petite seconde sur ce qui s'est passé avec l'Evergiven, n'est-ce pas? Tous les dommages causés aux 422 navires bloqués au canal de Suez, 10% du commerce mondial immobilisé, l'humanité entière bloquée, les conséquences qui en découlent, 550 millions de dollars, n'est-ce pas, pour le canal, mais aussi, semble-t-il, 100 milliards chaque jour pour l'économie mondiale. Ce sont les assureurs qui supportent cela. Donc, un contrat très utile, n'est-ce pas? En fait, le contrat d'assurance fait partie... Salut Jean-Hubert, ça va? Salut Jean-Luc, et toi? Ouais, pas de problème. De ce que nous appelons la sécurité je suis au juridique. premier, à côté du mec qui nous équipe du micro. D'accord, à tout de suite. Je pense qu'il faudrait prévenir à l'équipement micro qu'ils sont branchés. Oui, donc ça représente beaucoup pour l'économie mondiale. Là, on n'entend plus. Allez-y. Oui, c'est bon. C'est parfait. Donc ça représente énormément pour l'économie mondiale, mais c'est aussi un contrat, n'est-ce pas, qui est spécial. Il a ses propres règles, qui étaient hier régies par les textes que je viens de vous citer, mais qui se trouvent aujourd'hui, n'est-ce pas, regroupés dans un titre 7 du Code des assurances. La règle, c'est que les mécanismes spéciaux, les règles spéciales l'emportent sur le droit commun. Specialia generalibus derogant. Donc, les règles du contrat d'assurance sont des règles spéciales qui dérogent au droit commun, mais tout de même, on voit aujourd'hui avec ce titre 7 que le droit maritime retrouve, n'est-ce pas, le monde juridique de l'assurance, c'est-à-dire qu'on retrouve les règles du droit commun de l'assurance, mais aussi les assurances aériennes, aéronautiques, les assurances fluviales et lacustres, les assurances transport, tout cela est aujourd'hui regroupé dans le titre 7. Donc une cohérence a été dessinée par ce fameux titre 7. Très rapidement, pourquoi c'est la rédaction qui est tellement cruciale ? La rédaction est cruciale parce que, voyez-vous, dans beaucoup de contrats, on fait en quelque sorte, n'est-ce pas, du prêt-à-porter contractuel. Quand vous allez conclure un contrat de transport, on vous tend un connaissement. Vous remplissez les mentions, mais vous discutez à peine les clauses, n'est-ce pas, de ce contrat. Vous me direz qu'en assurance, il y a également des polices types. C'est vrai, il y a des polices types. Mais l'assuré a le temps de discuter avec son assureur, et s'il ne le fait pas, le courtier est là pour vérifier que les clauses correspondent bien à ce que l'assuré attend. Donc on peut dire que dans le domaine de l'assurance, nous passons du prêt-à-porter contractuel au contrat sur mesure. Et c'est un contrat sur mesure très utile. On le voit, n'est-ce pas, aussi bien dans l'assurance faculté, dans l'assurance corps, dans les assurances événements de mer, et plus encore aujourd'hui, n'est-ce pas, avec ces risques nouveaux, piraterie, terrorisme, cybercriminalité, où on a besoin des clauses additionnelles, des clauses complémentaires, très très utiles. Donc c'est très pointu de ce point de vue. Merci beaucoup pour cette introduction. J'ai envie de me tourner maintenant vers les experts qui tous les jours rédigent ou défendent les contrats. Alors, très concrètement, si vous deviez insister sur une seule mise en garde, j'ai envie de dire d'ordre général, qu'est-ce que vous diriez ? Florence. Je dirais qu'il est important que le contrat justement intègre des éléments de la connaissance client et du risque client. On sait, comme l'a dit M. Ndengue, qu'on a des imprimés, des conditions générales de marché qui vont être identiques pour tout le monde. Et du coup, par la suite, on va avoir une marge de manœuvre importante pour rédiger des clauses qui vont être adaptées et faire le sur-mesure dont vous parliez.
Donc ça nécessite une bonne connaissance de l'activité et des risques inhérents à l'activité de l'assuré. Ça va permettre de définir le périmètre du contrat avec certains éléments clés. Pour parler de ce que je connais, les marchandises transportées, on va avoir à s'intéresser à la description de la marchandise, à son mode de conditionnement. Ça va déterminer l'utilisation de conditions soit tout risque, soit en péril dénommé FAP sauf. Ça va appeler l'inclusion de clauses spécifiques à certains types de marchandises. On va s'intéresser à la valorisation, à la valeur assurée des marchandises transportées. Ça va déterminer le plein, l'engagement de l'assureur dans le contrat. Donc en marchandises transportées, on parle de plein d'assurance libellés par moyen de transport, par expédition. Si on est en stockage, on a des pleins qui vont être libellés par événement, compte tenu des dernières évolutions, les dernières années avec les catastrophes naturelles. Donc ça doit être rédigé de manière précise. En marchandises transportées en maritime, on s'intéresse également aux moyens de transport. Si on est sur du navire de ligne, du navire affrété, c'est pas du tout la même chose. On va devoir rédiger des clauses navires transporteurs qui sont différentes et qui doivent tenir compte de la physionomie, du risque et de la flotte d'affrété de notre client, éventuellement à travers une clause de renonciation à recours. Donc c'est bien vraiment important. Et le dernier point que je voulais souligner, il y en aurait de multiples autres dans la connaissance du risque assuré, c'est le champ d'application géographique au contrat qui s'est beaucoup complexifié ces dernières années avec un mélange de contraintes au niveau des sanctions internationales, des risques de guerre, des clauses de territorialité qui peuvent être imposées par les assureurs qui ne sont pas toujours exactement les mêmes, contenant des listes de pays exclus qui sont différentes d'un assureur à l'autre, sans parler des obligations d'assurance locale. Voilà. Et je crois que ma confrère Sophie aurait des choses à dire. Un petit complément, Sophie, côté aéro, j'ai envie de dire. Oui. Ça a l'air de marcher. Oui, l'aéro, c'est pareil, c'est pas différent. Il est extrêmement important que le courtier, en particulier avec l'assuré, détermine très précisément les besoins de garantie et notamment, tu parlais de l'importance de la délimitation géographique. Bien sûr qu'en aérien, c'est très important et ça va se faire sous deux angles. Soit vous allez avoir sur les grandes compagnies aériennes, typiquement, une couverture monde entier avec un certain nombre d'exclusion géographique. Donc clairement, vous allez avoir couverture monde entier et puis je sais pas moi, une exclusion de l'Éthiopie par exemple. Bon clairement, si vous avez un sinistre qui survient en Éthiopie alors que vous avez une exclusion de l'Éthiopie, la couverture n'est pas acquise et le juge est très clair là-dessus. Je sais que Antoine rebondira sur ces problématiques d'exclusion ultérieurement. À l'inverse, vous pouvez avoir plutôt, c'est ce qu'on rencontre en aviation générale. On parlait tout à l'heure de l'aviation d'affaires là avec la décarbonation, notamment l'avion peut-être de 19 places là. En aviation d'affaires, on va parfois trouver plutôt une liste de pays. Hein, donc voilà, on va vous dire par exemple typiquement France métropolitaine, pays limitrophes. Eh bien pareil, là c'est pas une exclusion, clairement, hein, c'est une délimitation, c'est un périmètre de garantie. L'avion qui a un sinistre en dehors de cette zone, clairement, la jurisprudence est claire, Cour de cassation, c'est clairement exclu. Donc ça, c'est très important que le périmètre géographique, dans ce milieu des transports, qui est quand même très mouvant par essence, soit bien défini. Après, il y a plein d'autres aspects, bien sûr, qui sont importants, mais un des aspects également très importants, c'est la délimitation de l'activité assurée. Et pour nous, on parlera plutôt d'usage des aéronefs. Et la distinction fondamentale, à tous égards, c'est la distinction entre le transport public et le transport privé. Transport public de passagers ou de marchandises et le transport privé pour propre compte, ce ne sont pas les mêmes conditions de sécurité, ce ne sont pas les mêmes réglementations applicables. Bien entendu, c'est beaucoup plus exigeant pour le transport public. C'est surtout pas le même régime de responsabilité. D'un côté, pour schématiser et caricaturer, vous avez pratiquement une responsabilité illimitée, quasi de plein droit pour le transport public. Le transport privé, c'est une responsabilité pour faute avec des limites qui s'appliquent. Donc tout ça est déterminant et bien sûr que c'est fondamental pour l'assureur de le savoir. Et là encore, l'identification, la délimitation des activités assurées, quand vous êtes assuré pour du transport privé et qu'il s'avère après coup, au moment du sinistre, qu'en fait il y avait un transport public par hypothèse illicite,
clairement la garantie n'est pas acquise. Mais ça peut être des choses beaucoup plus banales. On peut avoir des assurés, c'est pour ça qu'il faut être très vigilant, qui par exemple font de l'activité photographique. On a des précédents, des décisions là encore de jurisprudence. Et puis le pilote, il faisait sur son appareil une requalification professionnelle, donc pour être habilité à voler aux instruments. Malheureusement, les collages, les tests, tout ça, ça n'était pas couvert. Si vous êtes couvert pour de la photo aérienne, vous n'êtes pas couvert pour faire de l'écollage ou du passage de tests. Donc effectivement, c'est crucial. Un autre aspect très important pour nous, c'est tout ce qui touche aux qualifications des pilotes. Alors là, c'est plutôt ce qu'on appelle des conditions de garantie. Et je vais m'arrêter là parce que je sais que le temps est compté et je pense surtout que Antoine, derrière moi, va élaborer beaucoup autour de ces problématiques parce que c'est vrai que ça paraît simple comme ça, mais on s'aperçoit que sur le plan juridique et de qualification, c'est assez compliqué. Parle-t-on de conditions de garantie, parle-t-on d'exclusion, parle-t-on de périmètre de la garantie. Je passe la parole à Antoine. C'est ce que j'allais dire. Antoine, on vous a attendu plus qu'une perche, donc là vous êtes attendu autour. Merci Sophie. Donc c'est vrai que ce cadre qu'on met en place autour de cette photographie qui a été prise par le courtier, le courtier qui va nous donner un angle, qui va donner une certaine distance, une lumière, un bon contraste, il faut lui mettre un cadre pour protéger ce risque. Le cadre, il faut savoir qu'il va voyager avec... avec le risque, un navire, une cargaison, une responsabilité. Donc il faut un cadre à la fois léger, souple, mais qui va rester quand même limité. Et dans ces limites, on a deux grandes limites pour schématiser. Donc il y a ces conditions de garantie et ces exclusions. Alors c'est le débat actuel un petit peu juridique que nos avocats préférés aiment bien. Et pour vous faire un petit peu le résumé, la condition va précéder la garantie. Elle vient lui donner force, ce qu'on appelle les warranties aussi chez nos amis anglais. Elle n'a pas de formalisme particulier. Elle va formuler des exigences générales, quand même précises. On lui demande uniquement de pouvoir la comprendre en fait. Mais elle conditionne vraiment l'entrée en vigueur soit du contrat, soit d'une garantie spécifique. Alors on les trouve, la garantie vol de nos polices ERC transporteurs, si quelqu'un la comprend exactement, on pourra l'expliquer, mais c'est une vraie garantie avec des conditions de garantie qui sont parfois très strictes et nos assurés se retrouvent pénalisés, en particulier si ils n'ont pas fait signer par les chauffeurs cette compréhension de cette garantie vol. L'exclusion, donc la condition de garantie, il faut savoir qu'elle est quand même tout à fait validée et validée assez facilement par les juges. L'exclusion de garantie, c'est une limite qui est portée à la garantie elle-même pour certains dommages en raison de leur nature et de leur origine. La clause d'exclusion, son formalisme va conditionner sa validité. Si elles ne sont pas rédigées de manière formelle et limitée, et si elles ne sont pas mentionnées en caractère apparent, elles tombent automatiquement sous le coup de la nullité. Elles n'existent plus. Donc ça, ce sont les articles L112.4 et L113.1 du Code des assurances, qui sont des articles d'ordre public, et on les retrouve dans nos matières. Donc le débat sur la qualification devant le juge, si la clause est qualifiée de clause d'exclusion et qu'elle ne remplit pas le formalisme, elle est sortie du contrat. Alors quelques exemples récents. Dans notre matière, un transport de bétail entre le Canada et la Méditerranée, 3877 bovins à bord, et à la fin de la période de quarantaine, c'est que quand on transporte des bovins, on couvre jusqu'à une certaine période. 1635 génisses sont mortes par carence de soins apportés pendant le transport. Le contrat prévoyait l'intervention immédiate d'un vétérinaire en cas de maladie ou blessure de l'animal. Le vétérinaire n'était pas très loin puisque ça s'est passé en Méditerranée et que quelques heures ou quelques jours après, à l'escale suivante, le vétérinaire était sur place. Et les juges ont décidé que puisque l'assuré n'était pas en mesure de faire intervenir immédiatement un vétérinaire, en d'autres termes, puisque le vétérinaire n'était pas à bord du navire, eh bien la condition de garantie n'était pas remplie et donc le contrat n'était pas applicable. Donc ça, c'est la Cour d'appel de Paris qui nous dit ça et la Cour de cassation qui confirme au mois de septembre. On a aussi, dans les exemples récents qui sortent de notre matière, mais qui sont vraiment dans le débat aujourd'hui, la clause sanction qui a été portée devant la Cour d'appel de Paris dans le cadre d'une garantie RCMS contre un assureur américain. On a considéré que cette clause sanction était
clause d'exclusion et qu'elle n'était pas assez claire et donc qu'elle était nulle. On a aussi tout le débat actuel qui a eu lieu sur les pertes d'exploitation consécutives aux fermetures administratives au moment de l'épidémie du Covid. Et vous savez qu'il y a eu des cours d'appel qui ont validé une clause d'exclusion, d'autres qui l'ont refusée. Et finalement, la Cour de cassation, en décembre 2022, a accepté. Il y avait 8 cours pour, 8 cours contre, et elle a accepté que la clause d'exclusion, elle a bien retenu une clause d'exclusion, mais elle était valable. Donc tout ça pour dire que les conditions sont quand même des choses importantes qu'on doit avoir dans nos matières, puisque c'est aussi un petit peu la prévention et ça fait partie des limites au contrat qu'on peut vraiment apporter. Si un assureur décide de dire à son assuré « je n'assure qu'un bateau vert » et que le bateau quand il coule il est rouge, même si l'assuré est daltonien, l'assureur sera en mesure de refuser sa garantie. Et même si ça n'a rien à voir évidemment avec la couleur du bateau. Donc les conditions de garantie, oui, il faut les utiliser. Attention aux clauses d'exclusion et attention aussi aux garanties tout risque, puisque dans les garanties tout risque, on va rajouter des exclusions, ce qui fait qu'on a plus de risques évidemment de les voir annulés, alors que dans des garanties FAP sauf qui sont à péril dénommé, qui dénoncent quand même qu'ils ne sont pas des sous-garanties, qui sont quand même des garanties pleines. Quand un assuré subit un événement de mer en FAP sauf, il a pleinement son sinistre, hein, c'est pas une sous-limite. Je crois qu'on pourrait utiliser un peu plus, en tout cas, ces garanties qui paraissent comme ça nommées, hein, avec des périls dénommés, et en particulier, alors on pense à toutes ces marchandises pour qui le transport est aussi un petit peu une partie un petit peu de l'exploitation, les animaux, les fruits, la maturation des fruits. Est-ce que c'est aux assureurs transport de supporter le foin avarié sur une bétaillère? Voilà, les questions peuvent se poser. Stéphanie, même question, mais je rappelle que vous êtes avocate et que donc vous avez souvent le regard une fois qu'il y a quand même des problèmes. Oui, alors on intervient un petit peu avant les problèmes, parce que ça nous arrive d'intervenir lors de la rédaction et la modification des polices, mais on intervient effectivement quand il y a eu un sinistre. Il n'y a pas toujours des divergences ou des questionnements sur la police, mais on intervient aussi là quand il y a des discussions, des désaccords sur l'interprétation. Et donc, c'est vrai que nous, on recherche... Alors déjà, on lit la police, on voit si elle est claire, on a un œil un peu extérieur. C'est vrai que souvent, si on vient nous voir, c'est que ça n'est pas complètement clair. Ce qu'on recherche aussi, c'est la commune intention, ce qu'on appelle la commune intention des parties. Qu'est-ce que les parties ont voulu dire? Et là, c'est intéressant parce qu'on essaye de plus en plus, et je pense qu'on en reparlera avec Tiffaine, mais d'interroger le service souscription, parce que nous, nos interlocuteurs, c'est souvent donc le service sinistre et de gestion des sinistres, et pour savoir qu'est-ce que les parties ont voulu dire lorsqu'elles ont conclu le contrat. Mais il y a quand même une spécificité quand on intervient, c'est que les parties au contrat, ce ne sont pas forcément les mêmes au moment du sinistre. C'est-à-dire qu'on a une troisième ou parfois une quatrième partie qui arrive, qui est le bénéficiaire de la police et qui n'est pas forcément le souscripteur. Et là, ça peut poser d'autres difficultés, par exemple, donc en police notamment faculté, mais ça arrive aussi encore. On a évidemment beaucoup d'assurances pour compte, et c'est celui qui a intérêt, qui est donc l'assuré, et qui est donc celui qui va demander le paiement de l'indemnité. Donc il n'était pas là au moment de la rédaction et de la discussion sur les termes de la police. On a aussi, et parfois c'est presque plus compliqué, on a aussi le tiers victime dans les polices RC, responsabilité civile, qui est donc va chercher à avoir la garantie de l'assureur dans le cadre d'une action directe. Dans ce cadre-là, en plus, on peut avoir des gens qui ne sont pas des professionnels tout court, c'est-à-dire que ce n'est pas des professionnels de l'assurance, mais ça peut être des particuliers, notamment quand il y a des dommages corporels. Et donc là, on a quand même effectivement un œil extérieur. Alors ça confirme tout ce qu'on va dire aujourd'hui, mais c'est que effectivement, il faut que la police elle soit claire, elle soit bien rédigée, que les gens sachent pourquoi ils sont assurés, et puis que l'assureur puisse opposer justement à ses bénéficiaires en toute certitude, si tant est qu'on puisse avoir des certitudes dans ce domaine-là, les clauses de la police. Donc effectivement, j'allais dire, je vais vraiment enfoncer une porte ouverte, qu'il faut que les termes soient clairs, précis, limités, même si effectivement j'entends complètement Antoine en disant qu'il faut quand même une certaine flexibilité, et c'est la raison pour laquelle on est soumis à ce titre 7 qui nous le permet. Tiffaine, en complément justement, qu'est-ce qui manque? Alors, moi, je vais confirmer ce qu'ont dit Stéphanie et Antoine.
C'est-à-dire que la mise à l'épreuve de la police arrive lors de la surveillance. Oui, la force de l'État. Ah, c'est pas moi là. Alors, on va demander à Jean-Dominique Mercier de couper son micro. Et là, c'est le micro. Ah, est-ce que c'est bon? Tiffany, allez-y, on va réessayer. Donc, on va vraiment tester la police lors de la survenance d'un sinistre. En effet, même si le travail est fait, on n'entend pas. Prenez le micro. Alors, est-ce que c'est mieux? Voilà. Là, c'est bon. Collez au menton. Voilà. Collez au menton. Ah, c'est mieux là? Oui. Super. Donc, je recommence. Je voulais dire que la mise à l'épreuve de la police arrive vraiment lors de la survenance du sinistre. En effet, même si côté souscription, on a été très vigilant, on a fait toutes les recherches, il est impossible de tout prévoir et les sinistres sont très créatifs en fait. Pour la police, c'est le document de référence pour tout indemnisateur. C'est donc dans ce document, comme on a précédemment vu, que vont être prévues toutes les conditions propres à chaque assuré. Un indemnisateur, quand il va commencer à gérer son sinistre, il va vérifier dans sa police si le navire ou la filiale concernée par le sinistre sont couverts, quelles sont les franchises applicables, quelles sont les garanties prévues au titre de la police. Il est donc essentiel que les polices soient le plus à jour possible. Or, quand vous avez un assuré depuis quelques années, les avenants ont tendance un peu à s'accumuler et il est de plus en plus compliqué de trouver les informations dont vous avez besoin. C'est pour ça qu'il est nécessaire de faire des refontes régulières des polices afin de pouvoir consolider les changements et de pouvoir vérifier la cohérence et l'articulation des garanties. Un autre point clé, à mon sens, c'est la communication entre l'indemnisation et la souscription. C'est-à-dire que c'est souvent le gestionnaire sinistre, lorsqu'il va commencer à gérer son dossier, qui va se rendre compte qu'une clause est soit imprécise, soit inadaptée, soit même qu'on peut avoir un trou de garantie. On peut prendre comme exemple un transporteur qui a oublié de déclarer son activité de déménageur. Dans ce cas-là, en cas de sinistre déménagement, malheureusement, il ne sera pas couvert. Un autre exemple, côté faculté, avec la vétusté. On oublie un peu souvent que nos assurés ne transportent pas que des marchandises neuves, mais ils transportent parfois, notamment en propre compte, des marchandises ou des biens usagés. Comment indemniser en valeur à neuf un matériel qui a 20 ans d'âge avec une technologie qui peut-être n'existe plus? C'est une vraie question quand la vétusté n'est pas prévue. Une fois qu'on a réglé toutes les petites problématiques sinistres et qu'on a satisfait les demandes de tout le monde, il est vraiment utile en fait de faire un retour d'expérience soit entre la souscription et l'indemnisation, soit même des assureurs vers les courtiers. En effet, on pourra aussi prendre en compte les problématiques rencontrées et adapter si possible les clauses. Ce qui permettra lors d'autres sinistres, il en survient d'autres, qu'on ait une gestion plus fluide et qu'on satisfasse mieux en fait les attentes des clients. Merci beaucoup pour cette présentation, j'ai envie de dire, qui était un peu encore du décor. Et on a, me semble-t-il, ces 2-3 dernières années, corsé la chose. Il y a eu une accélération, on en a parlé à multiples reprises, entre l'Ukraine, le post-Covid, et Antoine en a reparlé de tout ce que ça a impliqué comme réflexion. Alors, est-ce que l'actualité récente n'est pas en train de bousculer les habitudes qui avaient pu être prises? Sophie, on peut commencer dans l'aérien. Alors oui, effectivement, l'actualité récente est assez turbulente et effectivement, si on prend ne serait-ce que l'exemple de la guerre en Ukraine, ça a certainement entraîné dans le domaine aérien et j'imagine aussi dans le domaine maritime, mais ça mes collègues pourront le dire, un certain nombre de changements, y compris dans le domaine contractuel. Déjà, vous avez sans doute entendu parler de tous ces aéronefs qui ont été bloqués en Russie de par effectivement l'entrée en vigueur des sanctions et des contre-sanctions russes, des sanctions occidentales et des contre-sanctions russes. Évidemment, on a un sinistre potentiel
une dizaine de milliards, voire plus, à la clé. Et du coup, cette situation venant sur en plus une situation un peu tendue sur le marché du fait de sinistres importants par ailleurs liés aux problématiques de Boeing, fait que les réassureurs ont commencé à s'inquiéter très très lourdement de cette nouvelle donne et effectivement ont imposé un certain nombre de limitations et des exclusions, enfin notamment une exclusion géographique, puisqu'on parlait tout à l'heure d'exclusion géographique, qu'on appelle l'exclusion RUB, donc l'exclusion bien sûr sur la Russie, l'Ukraine et la Biélorussie, plus les territoires qui sont disputés, mais qui est une exclusion qu'ils exigent dans les garanties corps, risque ordinaire, qui est un petit peu problématique du point de vue de ce qu'on disait sur la clarté des rédaction de police d'exclusion en France, puisque l'idée c'est de dire tout sinistre sur le corps risque ordinaire qui est en relation, in connection with la guerre en Ukraine, exclusion. Moi, je ne sais pas ce qu'un juge français fera de cela, mais on peut avoir quelques réserves. En tout cas, ce sont des exclusions qui sont imposées par les réassureurs, que de fait, les assureurs ont tendance à répercuter bien naturellement dans leur police, qui n'apportent pas nécessairement plus de clarté, je dirais, dans la donne. On a évoqué tout à l'heure la problématique des sanctions. Nous, on a en aéronautique comme en maritime des clauses sanctions. La clause sanction majoritairement utilisée en aéronautique n'est pas la clause qui a fait l'objet d'une décision un peu inquiétante de la Cour d'appel de Paris, qui a considéré que clause sanction égale exclusion, d'où les exigences de clarté parfaite et du coup l'invalidité de la clause. On a une clause sanction standard qui s'appelle la VN 111, qui se présente plus comme une clause de suspension de garantie et dont on peut espérer qu'elle passera la barre des tribunaux français si elle est un jour testée en justice. Mais il est vrai qu'en aviation générale, on utilise une clause qui est assez proche de celle qui a été sanctionnée par la Cour par la Cour d'appel de Paris dans un autre domaine. Et donc, effectivement, ce standard s'appelle la LMA 3100 et il est possible que ce standard soit revisité. D'ailleurs, c'est une clause qui vient du marché anglais et elle est en cours de refonte à l'usage de la France pour faire face à cette situation. Un des gros sujets que nous on a en aéronautique, c'est le problème de l'éventuelle détonation d'une arme nucléaire. Car en aéronautique, je ne sais pas en maritime, mais en aéronautique, on a en principe une exclusion des risques de guerre, qui est une exclusion très composite, qui exclut beaucoup de choses, et on a un rachat de ces risques de guerre, notamment pour le volet des responsabilités civiles vis-à-vis des passagers et des tiers au sol, qu'on appelle la VN 52. Or, dans cette clause qui est vraiment un standard mondial du marché, on a prévu, depuis toujours, si je puis dire, la résiliation automatique des garanties risques de guerre en cas de détonation hostile d'une arme nucléaire. Dans le contexte des menaces qui sont faites par le président russe d'une utilisation d'une arme tactique nucléaire, se pose la question du bien fondé en quelque sorte de cette clause contractuelle. Donc le marché cherche à éventuellement trouver des solutions, car on se dit une arme nucléaire tactique qui serait détonée en Ukraine, a priori, ne devrait pas avoir des conséquences très importantes pour les vols en Asie, pour les vols en Amérique, pour les vols un petit peu plus loin. Donc c'est quand même embêtant parce que les avions ne peuvent pas voler s'ils n'ont pas la garantie risque de guerre en plus de la garantie risque ordinaire. Donc de fait, si un événement de ce type survient, eh bien tous les avions se trouveraient paralysés au sol le temps qu'on trouve une solution. Donc le marché cherche une solution. Les courtiers travaillent dessus, les assureurs travaillent dessus, mais la solution n'est pas simple à trouver parce qu'il faut un certain consensus que pour l'instant on n'a pas. Et je dirais qu'un autre sujet assez important qui émerge de cette nouvelle donne, un peu à la frontière justement, vous évoquiez les risques nouveaux, le cyber, mais c'est les cyberattaques. Et les cyberattaques en particulier celles qui sont sponsorisées par des États. On en parlera demain. Et là, juste pour commenter, vous avez peut-être entendu parler les uns ou les autres d'une décision qui a été rendue aux États-Unis, d'ailleurs de 2 décisions successives des juridictions du New Jersey dans une affaire Merck, qui considère que l'exclusion du risque de guerre n'exclut pas
la couverture pour des risques de cyberattaques sponsorisées par des États. Donc il y a un vrai sujet qui se pose moins, je pense d'ailleurs en aéronautique que dans d'autres domaines, mais c'est aussi un vrai sujet de réflexion sur la rédaction de ce type de clause. Donc il faut rester à l'affût des évolutions de la situation. En fait, les contrats, c'est tout sauf ennuyeux. Il faut tout le temps être à l'affût et adapter les contrats à la nouvelle donne. Merci Sophie. Alors peut-être rapidement un mot sur l'appériteur. Les appériteurs, son rôle a-t-il changé aujourd'hui? J'avais ça pour Florence. Oui, alors peut-être presque plus que l'appériteur, c'est la coassurance qui nous, entre guillemets, pose souci aujourd'hui, si on peut dire ça comme ça, avec la mise en lumière de la guerre Russie-Ukraine l'année dernière. Donc en maritime, on travaille beaucoup avec plusieurs assureurs, on a de la coassurance, les engagements sont souvent importants. Et on va avoir un assureur appériteur qui est souvent, généralement celui qui va prendre la part la plus importante du risque. C'est pas une vérité 100% vraie, mais c'est en principe comme ça que ça se passe. C'est celui avec lequel on va avoir négocié les termes et conditions du contrat au départ et qui donc va dire qu'il est d'accord sur ces termes et conditions et qui prend telle part et qu'il sera l'appériteur. Par la suite, le courtier va compléter son placement. L'appériteur, il va devenir un chef de file pour assurer la gestion du contrat pour le compte des autres coassureurs, puisqu'on est sur des gestions qui peuvent être administrativement assez lourdes, les émissions de certificats d'assurance, les financements de primes, la gestion des sinistres. Donc c'est quelque chose qui est consacré dans les conditions générales en faculté. Article 30, on a la disposition selon laquelle l'assureur appériteur est habilité à recevoir au nom de tous les coassureurs intéressés les pièces et documents relatifs à la gestion de la police. En pratique, on a des clauses d'apparition qui sont rédigées dans les polices et qui vont donner un mandat plus étendu à l'appériteur, et les coassureurs vont être souvent liés par les décisions de l'appériteur en ce qui concerne l'interprétation, le fonctionnement, la gestion et le règlement des sinistres. Je mentionne incidemment à cette occasion qu'il est important d'indiquer aussi dans la clause à nouveau, même si c'est déjà prévu dans les conditions générales, enfin je pense, qu'il n'y a pas de solidarité entre les coassureurs. D'accord, ils sont chacun responsables dans la limite de leur propre engagement qu'ils ont souscrit. Et donc, le rapport avec la guerre et l'évolution de la situation depuis 1 an et demi, c'est que ça nous a permis en fait d'éprouver des difficultés liées à la coassurance et les limites quelque part de la clause d'apparition, même si on conviendra qu'elle n'était pas forcément faite pour ça, mais on s'est retrouvé dans une situation un peu de vide. Et donc, j'ai pas de solution au sujet aujourd'hui, et je vous pose la question. Donc, les risques de guerre sont résiliables à tout moment dans des délais très courts, qui vont de 48 heures à 7 jours. Et ben dans les jours qui ont suivi le 24 février 2022, les jours, les semaines, on a reçu un peu en ordre dispersé, les courtiers, des lettres de résiliation, parfois l'appériteur avant les coassureurs. Alors là encore, on n'a pas trop de problèmes d'interprétation, mais parfois aussi des coassureurs avant l'appériteur. Et là, ça a été quand même un petit peu le chaos. Et des difficultés aussi d'expliquer, de justifier auprès de nos assurés, en fait. Et puis, donc, on avait des lettres de résiliation, très bien, mais elles étaient aussi assorties de conditions de remise en vigueur des risques de guerre, mais qui étaient différentes d'un assureur à l'autre et avec des assureurs, des coassureurs qui n'étaient pas toujours en mesure ou qui ne souhaitaient pas forcément suivre éventuellement les conditions qui étaient proposées par l'appériteur. Et donc, on a vraiment touché du doigt les limites de ce principe de coassurance et d'apparition, en fait. Donc je fais un appel au marché. Je sais qu'il y a eu des discussions qui se sont tenues, mais pour l'instant c'est toujours en suspens. C'est un vrai sujet par rapport à ces résiliations qui étaient possibles à tout moment. Et puis pour revenir sur les clauses types qui sont imposées aussi, c'est vrai que régulièrement on a un appériteur à l'occasion notamment d'un renouvellement qui va nous imposer une nouvelle clause type 5 Power Exclusion Clause ces derniers temps, mais un coassureur, lui, il va avoir une clause un petit peu différente. Et là, on est un petit peu ennuyé. Je sens qu'il y a quelques sujets pour le cocktail ce soir. Il y a quelques sujets de travail. Antoine, un dernier point sur ces basculements, ces changements face au marché. Mais c'est un petit peu
le constat qu'on est un marché et que ce marché, alors bien sûr, on a les assureurs, on a les courtiers, on a les agents, on a aussi nos amis experts ou avocats. Ce marché, dans ces moments-là, dont parlait aussi Christian Buchet quelque part, de transition, ce marché doit être assez fort, assez réactif. On a un exemple récent qui est l'imprimé corps. Alors on va sourire parce que cet imprimé corps n'est pas utilisé beaucoup plus loin que sur les bords de chez nous, hein, de Bordeaux, parfois. Mais en fait, on a un imprimé qui a été fait à la fois par les assureurs, par les courtiers, par Armateurs de France à l'époque. J'ai repris un peu dans mes petites archives et il semblerait que une police de 1928 était très critiquée et donc a donné naissance en 1944-45 à une police qui a été faite aussi par le marché au sens le plus large possible. Donc je crois qu'il faut qu'on... Mais Parimat est sans doute là pour ça aussi, pour se rendre compte qu'on doit être assez fort pour pouvoir réagir dans ces moments-là. Des clauses communes. D'abord, je crois que le contrat d'assurance, il n'appartient ni aux assureurs, ni aux courtiers, ni aux assurés. Hein. C'est un outil commun. Et donc, on a tout intérêt par rapport à cette incertitude aussi. Cette incertitude juridique, c'est pas normal de se dire j'ai signé un contrat et le risque, l'aléa d'avoir une clause nulle, je dois le supporter. Enfin, on n'est pas là pour ça. On est des assureurs pour supporter un risque réel. Donc je crois que le marché et la préparation de cette table ronde a été l'occasion de se dire que c'était important qu'on soit ensemble. Ça a été très dur, ils sont réunis toutes les semaines depuis 6 mois. Et... Non, pas du tout, mais c'est vrai qu'il y a une prise de conscience que le monde avançant très vite, il faut qu'on soit assez réactifs tous ensemble. Je voudrais retourner la problématique, enfin retourner les jumelles, je ne sais pas comment on peut dire. On a vu tout ce qu'il fallait faire. J'ai envie, Stéphanie, que vous nous expliquiez ce qu'il ne faut surtout pas faire, les bêtises à pas faire dans un contrat. Est-ce que vous voyez mener directement à la catastrophe ou directement au procès ? Nos clients ne font pas de bêtises. Non, bien sûr. Excusez-moi. Et c'est vrai que c'est assez rare de voir des bêtises. Donc c'est plus en fait des pièges, des pièges qu'il faut éviter. Là, mais là, je vais revenir un peu terre à terre sur vraiment la rédaction elle-même de la police. Et d'ailleurs, j'aime bien le terme que Sophie a utilisé de clarté, parce qu'en fait, c'est quand même important. Et puis parfois, quand on relit des documents, et je pense que les gens qui le rédigent seraient dans la même situation, c'est qu'il faut que le document soit clair. Alors, c'est, j'allais dire, éviter les non-dits, parce qu'on a aussi parfois des retours, que ce soit de l'assuré ou de l'assureur. L'assureur va vous dire, mais moi, j'avais pas du tout l'intention de couvrir ça. L'assuré va dire, moi, je pensais que ça, c'était couvert. Bon, de toute manière, on est bien d'accord, et on l'a dit depuis le début, la police d'assurance, c'est un contrat et c'est le document essentiel, alors essentiellement en droit français, enfin beaucoup en droit français, peut-être pas quand d'autres lois s'appliquent. Donc de toute manière, si ça n'est pas dans le contrat, et la jurisprudence le rappelle systématiquement, parce qu'il y a encore des gens qui plaident qui disent le contraire devant les juridictions, si ça n'est pas dans le contrat, ça n'existe pas. Donc effectivement, il faut éviter les non-dits, se dire les choses. Alors je suis tout à fait consciente que moi j'interviens après, c'est facile à dire, il y a l'urgence, il faut du temps, etc. Mais bon, autant avoir ça en tête et essayer de le faire. Et puis écrire de manière claire et compréhensive pour tous. Éviter que le juge ait à se prononcer et à interpréter, parce qu'on ne sait pas dans quel sens il va l'interpréter. Puis déjà, il y a quand même la jurisprudence qui dit que notamment une clause d'exclusion, s'il faut l'interpréter, c'est qu'elle n'est pas claire et donc elle n'est pas valable et donc pas applicable. Après aussi, c'est ne pas utiliser des termes imprécis. C'est vrai que parfois, on revoit encore une fois, et alors ça rejoint aussi sur ce que disait Tiffaine sur la mise à jour des polices, on voit des termes qui sont utilisés, on ne sait pas très bien ce que ça veut dire, et puis c'est vrai que ça a été utilisé dans un contexte particulier, un contexte réglementaire, etc. Et en fait, il est plus à jour, donc c'est utiliser des termes précis déjà, ça peut être faire appel à des notions juridiques, il ne faut pas oublier que c'est un document juridique et qui, in fine, si tout va mal, est revu par un juge, donc par un juriste. Faire parfois, et ce qu'on trouve de plus en plus, mais pas forcément dans toutes les polices, des clauses de définition. Ça évite déjà d'avoir pour une même notion des termes différents, ce qui peut aussi donner lieu à interprétation. Ce qui peut, et d'ailleurs, il y a aussi cette histoire d'accumulation de documents, c'est-à-dire éviter l'accumulation de documents, des conditions. Alors on peut avoir des conditions générales, conditions spéciales, etc. Mais enfin, quand on se retrouve avec une police qui est composée de 4-5 documents, c'est vrai que c'est compliqué d'avoir une certaine cohérence.
Après, vraiment dans la rédaction elle-même, et ça revient aussi sur la clarté, le fait que ça doit être limité, mais il n'y a pas que les clauses d'exclusion, il faut éviter le tel, par exemple, etc. On se retrouve, mais encore une fois, pas simplement dans les clauses d'exclusion, l'activité de l'assuré et telle activité, etc. Évidemment, pour l'assureur, par exemple, ça crée de toute manière une incertitude pour l'assuré, et pour l'assureur, et c'est ce que vous disiez, ça peut coûter cher. Donc, c'est vraiment pas... Enfin voilà, c'est des petits... encore une fois, j'ai mis ne à chaque fois, ne pas, pour dire, parce que vous m'aviez demandé les pièges, mais ça suit un peu ce que mes camarades ont indiqué. Oui, par exemple, sur le tel, il y a eu... on parlait des papiers de bord, et Sophie parlait de tout ce qui était réglementaire concernant... Alors, des aéronefs, mais aussi des navires, notamment les diplômes que les membres d'équipage doivent avoir, par exemple, et où les papiers de bord, il y a de la jurisprudence, il y a une clause qui a été jugée valable en disant que le navire devait être à jour de ses papiers de bord, et il y a une autre qui n'a pas été jugée valable parce que c'était le navire doit être à jour de ses papiers de bord, tel, etc., etc., et celle-là a été jugée imprécise et pas limitée. Alors il s'agissait de la plaisance, mais quand même, il faut effectivement savoir de quoi on parle. Je le disais tout à l'heure, ne pas laisser les polices se périmer, les textes changent, il faut les mettre à jour. Alors, on ne peut pas tout le temps mettre à jour parce que les textes changent énormément, dans nos domaines en particulier. Mais quand même, quand on renouvelle la police, et c'est exactement ce que disait Tiffaine, il faut regarder déjà, est-ce qu'on est dans le même monde, est-ce qu'on a la même activité, et est-ce que les textes qu'on a voulu viser sont toujours là. Et je terminerai sur un point qui a déjà été évoqué, mais ne pas négliger les imprimés, ne pas les négliger. Pourquoi ? Parce que, en premier lieu, déjà vérifier ce qui est dit dans les imprimés qu'on a cités. Est-ce qu'on en a cité trop, pas assez ? Est-ce qu'ils sont contradictoires ? Qu'est-ce qu'on a voulu dire ? Il y a des clauses d'exclusion. Est-ce qu'il faut les racheter ou pas ? Et puis ne pas les négliger parce qu'effectivement, pour nous, en tout cas, quand on voit ça a posteriori, ça présente une certaine sécurité juridique. C'est pas une garantie, c'est ce qu'on appelle des garanties de base, mais ça reste des garanties. Et la sécurité juridique, c'est que ce sont des clauses qui ont été réfléchies et qui sont passées à l'épreuve de la jurisprudence. Et quand il y a des difficultés d'interprétation, en général, elles ont été résolues. Et pour nous, c'est plus facile. Et un dernier point pour rebondir sur la jurisprudence qui a été citée par Antoine. Si on cite les clauses préimprimées, il faut le mettre dans la police parce que dans l'attestation d'assurance, ça ne suffit pas. Voilà. Merci beaucoup Stéphanie. Merci à tous. Martin, après avoir entendu toutes ces explications, qu'est-ce que vous en retenez ? Je pense que Stéphanie a eu le mot qui résume un peu toutes nos préoccupations de cet après-midi, c'est la sécurité juridique. La sécurité juridique. Si nous nous préoccupons du contrat d'assurance, c'est parce qu'il assure, n'est-ce pas, la sécurité de nos activités économiques, mais aussi la sécurité de tous les aléas et des risques auxquels nous sommes confrontés. Et cette sécurité juridique donc se répercute également sur la manière dont nous concluons le contrat. Nous devons vérifier, n'est-ce pas, que les clauses du contrat correspondent aux intérêts de chacun. Alors, tout au long de cette discussion, on a évoqué le problème du périmètre géographique qui est très important. Florence et Sophie l'ont rappelé, et l'incidence, n'est-ce pas, de cette question-là sur le contrat. Nous avons évoqué la problématique de la délimitation de l'activité, les transports publics et les transports privés ayant des régimes différents, la plaisance aussi, n'est-ce pas ? Nous avons soulevé la problématique de l'exclusion des garanties. Les exclusions doivent être formelles, a rappelé Antoine, formelles, très claires, très précises, n'est-ce pas ? Sinon, on n'en tient pas compte. Certaines exclusions, je dois le dire, sont d'ordre public. La fraude de l'assuré, n'est-ce pas, la fraude de l'assuré, et on a parlé, on n'a pas évoqué ça ici, la faute intentionnelle ou inexcusable, n'est-ce pas, soulève souvent des questions assez délicates qu'on aurait pu avoir l'occasion d'évoquer. La faute intentionnelle, c'est celle qui est commise volontairement avec l'intention de causer le dommage. La faute inexcusable étant celle qui est commise témérairement avec conscience que le dommage en résulterait probablement. Donc, on a toutes ces problématiques-là qui auraient pu être évoquées ici parce que c'est tout à fait
en lien. La question des cyberattaques a été évoquée par Sophie et disons l'aspect criminel. Juste une petite anecdote, tu me demandais de gratouiller un peu. Toute une petite anecdote en matière aérienne. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette affaire. À Limoges, le directeur de l'aéroport de Limoges, pendant plusieurs années, n'avait pas de diplôme. Il avait usurpé ses titres, n'est-ce pas? Il a agi, et il était très bon, parce qu'il n'y a pas eu d'accident. Mais il n'avait aucun diplôme pendant pratiquement 8 ans. Aucun accident n'est survenu, mais quand on l'a pris, n'est-ce pas, Limoges a été en difficulté parce que, bon, on s'est demandé comment un aéroport peut ne pas se rendre compte que son directeur est un malfaiteur. Et c'est quelqu'un qui avait été déjà condamné à plusieurs reprises. Donc, s'il y avait eu un accident ici, on serait également, et vraiment dans la situation de la faute inexcusable de l'aéroport. Alors, problème des opérateurs, je terminerai avec ça. On a évoqué les apériteurs qui, aujourd'hui, méritent peut-être leur statut mérite peut-être d'être revu. Mais moi, j'ajouterais les dispatcheurs. On a un manque de dispatcheurs dans Varie commune, n'est-ce pas? J'ai connu, je ne suis pas si jeune que ça, j'ai connu le Parentou, n'est-ce pas, Albertini, mais aujourd'hui je crois qu'on a un problème de dispatcheurs dans Varie commune et il convient d'en trouver. Heureusement, et c'est ma conclusion, les juges sont là en matière de clauses pour rétablir les difficultés, n'est-ce pas? Ils sont l'interprète du contrat. Il faut éviter les non-dits, il faut éviter, n'est-ce pas, les termes imprécis. Les juges sont là pour bien vérifier que la volonté des parties a été respectée, car les conventions légalement formées doivent tenir lieu de loi à ceux qui les ont faites. Voilà ce que je voulais dire en conclusion pour ces échanges très intéressants. Merci beaucoup, Martin. Merci à tous les 5.